Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui nous allons parler d'un virus qui est très résistant et qui est très contagieux. Oui, je l'ai nommé, c'est le Non, c'est le neuromythe. À tout de suite. Alors si vous avez l'habitude de vous promener sur le site des outils pour apprendre, vous verrez que nous n'aimons pas trop les neuromythes, n'est-ce pas? Et puis parfois nous avons des commentaires un peu désobligeants sous nos vidéos. Parce que oui, effectivement, parfois nous sommes en contradiction avec des choses qui sont dites et qui sont fausses. Mais bon, voilà, ça me fait toujours bien rire de faire des vidéos sur les neuromythes, parce que je sais qu'ensuite je vais avoir un retour de flamme, mais quand même, nous luttons pour la vérité, que la force soit avec moi. Alors qu'est-ce qu'un neuromythe? Eh bien un neuromythe, c'est une idée erronée sur le cerveau, son fonctionnement ou le lien entre le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage. Donc ce terme est apparu dans les années 80, il vient d'un neurochirurgien qui simplement voulait décrire les idées fausses qui circulaient dans le monde médical sur le fonctionnement du cerveau et qui n'avaient pas de source scientifique. Ensuite, il a été appliqué au monde de l'enseignement et il décrit en fait des idées qui circulent, notamment chez les enseignants, sur un fonctionnement, des idées fausses, qui viennent d'une mauvaise lecture parfois, qui viennent d'une mauvaise compréhension, ou qui viennent d'un désir délibéré en fait de déformer des faits scientifiques pour les faire gentiment passer. Alors parfois aussi, ces conceptions erronées, eh bien, elles viennent de premières études scientifiques, des études expérimentales qui ont été menées, et qui par la suite ont été contredites. Sauf que entre-temps, les idées qu'avaient véhiculées ces études se sont propagées et que malgré le fait qu'on vienne contredire ce qu'on a précédemment dit, eh bien, le neuromythe est né, il est là et il résiste. Alors, comment naît un neuromythe? D'où vient ce virus qui se propage et qui est très résistant? Eh bien, il faut savoir que d'abord, souvent, un neuromythe, eh bien, il naît d'expérimentations scientifiques qui ont été menées et d'idées sur le fonctionnement du cerveau qui sont tout à fait solides, tout à fait scientifiques. Mais ces idées vont petit à petit, délibérément ou non, par manque d'informations ou simplement par manque de scrupules, n'est-ce pas? Ces vérités vont être complètement déformées pour donner quelque chose qui devient incorrect, soit par exagération, soit par amplification, simplification, déformation. Donc on avait quelque chose qui était vrai au départ, on en fait de la bouille à la baisse et on vous le recrache en vous disant non mais c'est neuroscientifique, voilà c'est scientifique, prouvé scientifiquement, alors que non en fait pas du tout. Mais donc souvent les neuromythes ont une part de vrai et une part de faux. C'est pour ça que dans mes articles, souvent je dis quel est le vrai du faux, parce que quelque part j'ai envie de vous donner quelle est l'information exacte que vous pouvez appliquer chez vous pour soutenir vos enfants, pour les aider, pour les accompagner dans leur apprentissage, et quel est tout ce qui est autour qui circule et qui est faux que vous pouvez faire gentiment dégager. Alors, par exemple, quand on parle de Brain Gym, donc il y a une vidéo, si vous allez sous la vidéo ici, vous avez le lien vers cette autre vidéo. Donc on parle de Brain Gym dans l'enseignement, vous avez des enseignants qui font faire des exercices de coordination à l'enfant avant une leçon parce qu'ils ont envie que l'enfant se concentre. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez plus ou moins de quoi il s'agit. Donc par ces exercices de coordination, on essaye beaucoup de choses, mais ici, bon, je vais vulgariser, je vais réduire, je vais pas faire une vidéo trop longue, et donc il s'agit de reconnecter différentes parties du cerveau, donc une partie antérieure-postérieure, une partie gauche-droite, et on dit qu'en ce faisant, on va aider l'enfant. Alors c'est complètement faux. Si vous voulez avoir plus de détails, allez voir la vidéo dont je mets le lien sous cette vidéo. Mais il y a une partie qui est réelle, qui est le fait que de faire faire des exercices à l'enfant, des exercices physiques, ça va oxygéner son cerveau et améliorer son apprentissage. Mais cette idée qui à la base était vraie de dire on va faire des exercices à notre enfant, des exercices physiques pour aider son apprentissage, a été tellement déformée ensuite pour y rajouter de la coordination, contact des hémisphères les uns avec les autres, que pour finir, vous avez un truc qui est pas utile, qui prend du temps, et potentiellement pour lequel, en tant que parent, vous allez payer. Ben oui, c'est là évidemment où je parlais de pas de scrupules, c'est ici que ça intervient. Donc, plutôt que de faire des exercices de coordination à votre enfant, vous l'envoyez gentiment en récréation ou dans le jardin pour qu'il oxygène son cerveau et qu'ensuite il soit plus attentif. Alors, un autre exemple, réfléchissons. L'effet Mozart, dont j'ai parlé récemment. Eh bien, l'effet Mozart, c'est la même chose. Il y a du vrai
dans cette idée. Alors, l'effet Mozart, c'est quoi? C'est rendre son enfant plus intelligent en lui faisant écouter de la musique classique, notamment du Mozart, surtout quand il est bébé ou même quand il est in utero, donc vous mettez de la musique autour de votre ventre. Alors c'est faux, écouter la musique ne rend pas plus intelligent, mais par contre, il y a des choses qui sont vraies, c'est-à-dire à certains âges, on a des fenêtres d'opportunité au niveau de l'apprentissage, donc des moments où l'enfant sera plus susceptible d'apprendre, et s'il a un environnement qui est enrichi, évidemment, ça va stimuler aussi son apprentissage. Alors encore un petit exemple, par exemple les styles d'apprentissage. Alors il est vrai que l'enfant va avoir des préférences d'apprentissage, il va préférer par exemple étudier via tel ou tel support pédagogique, il va par exemple préférer telle ou telle matière, mais ça ne veut pas dire que son cerveau fonctionne différemment. S'il préfère écouter le professeur plutôt que de lire ce que le professeur est en train d'expliquer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est auditif ou qu'il est visuel, puisque ces choses en fait n'existent pas. Et tiens, en parlant de profil d'apprentissage, savez-vous quel est le neuromythe qui circule le plus fréquemment dans la population? Eh bien oui, c'est celui-là, ce sont les styles d'apprentissage. Alors là, évidemment, comme je l'ai dit, bon, il y a une autre vidéo qui vous explique ça, je mets le lien à nouveau en bas. Donc les étudiants ne vont pas apprendre mieux parce que on leur donne en fait la matière dans un style qu'ils préfèrent. Peut-être qu'ils ont des préférences, oui, mais ça ne veut pas dire que le fonctionnement de leur cerveau est différent. Donc ça n'existe pas, les enfants auditifs, visuels ou kinesthésiques. Alors pourquoi est-ce que cette idée est tellement fréquente et pourquoi est-ce qu'elle est tellement résistante? Eh bien, pour expliquer pourquoi, par exemple, ce neuromythe par rapport aux autres a une telle prévalence dans la population, il y a deux types de causes. Il y a les causes internes, les causes externes, et je vais commencer par parler des causes internes. Et pour parler des causes internes, je vais parler de ce qu'on appelle les lunettes roses. Quand tu me prends dans ce bras... Alors pour parler des causes internes, on va parler des biais. Le biais de disponibilité, le biais de confirmation et aussi ce qu'on appelle l'amnésie des sources. La première raison interne pour laquelle les neuromythes se propagent, eh bien c'est simplement ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire le fait qu'on va de façon intuitive, de toute façon rechercher les informations qui viennent confirmer ce en quoi on croit, plutôt que de rechercher des informations qui viennent invalider l'idée ou l'hypothèse qu'on a. Donc par exemple, si vous croyez au style d'apprentissage, eh bien de façon tout à fait intuitive, vous allez rechercher des informations qui viennent confirmer cette idée, plutôt que de rechercher des informations mais qui pourraient mettre à mal ce en quoi vous croyez. Et même au contraire, si vous êtes mis en face voilà, d'arguments même scientifiques, d'études scientifiques qui veulent vous prouver que les styles d'apprentissage, ça n'existe pas, eh bien vous allez rejeter en fait ces informations parce que simplement elles ne sont pas en adéquation avec ce en quoi vous croyez. Et donc évidemment ce biais, malheureusement, donc qui est une façon de fonctionner aussi du cerveau, eh bien va vous rendre opaque à d'autres points de vue et malheureusement va vous conforter dans un point de vue même s'il est faux. Le second biais qui explique que les neuromythes se propagent, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. À savoir qu'on va toujours faire plus attention, on va être plus attentif, on va mémoriser plus facilement des informations qui sont plus accessibles. C'est-à-dire, si on vous dit mais non, les styles d'apprentissage, ça n'existe pas, si on fait des statistiques dans la population, si on teste telle et telle chose, vous n'allez pas retenir, vous n'allez pas être attentif. Par contre, si la tante Bertha vous dit mais si, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dont le fils a véritablement réussi à l'école parce que on lui présentait la matière sous telle forme qui était en adéquation avec son style d'apprentissage, eh bien là votre cerveau va retenir, il va être attentif. Alors que toutes les informations scientifiques, expérimentales, qui ont évidemment une fiabilité beaucoup plus importante, eh bien vous n'allez pas y faire attention, ou en tout cas moins y faire attention. Et enfin, l'amnésie des sources, alors ça c'est un autre biais, c'est la tendance que nous avons tous à retenir les faits, mais à oublier en fait les sources et évidemment la fiabilité des faits que nous énonçons. Donc nous allons retenir, mais oui, la tante Bertha nous a parlé de... Enfin, j'ai entendu dire que quelqu'un avait réussi parce qu'on lui avait présenté la matière sous forme, voilà, par exemple, sous forme de mind map, parce que c'était quelqu'un de très visuel et c'est comme ça qu'il a réussi. On va retenir ça, mais on va oublier que c'est la tante Bertha qui nous en a parlé et que peut-être au niveau de la fiabilité, c'est à revoir. Et alors quelles sont les sources externes, les causes externes qui expliquent la propagation des neuromythes? Alors là, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses. La première chose,
C'est simplement que tout ce qui est neurosciences, ça a un attrait sur, voilà, sur nous. Donc quand on parle du cerveau, eh bien directement ça nous intéresse, on a envie d'en savoir un peu plus, etc. Et quand on parle de neurosciences, ça nous intéresse vraiment d'autant plus. Et donc évidemment, bien il y en a qui en profitent un peu, qui emballent des idées qui sont soit simplistes, soit exagérées, soit carrément erronées, soit contredites. Parce que c'est pas le fait de contredire quelque chose qui ensuite va arrêter le neuromythe, non, lui il continue gentiment sa propagation. Eh bien, le fait d'emballer ça dans un jargon scientifique, neuroscientifique, ça va aider à la propagation, évidemment. Alors, la deuxième chose, c'est que on s'intéresse donc aux neurosciences, mais on va peut-être pas aller chercher les bonnes sources. Donc, par exemple, on va lire quelqu'un qui s'intéresse aux neurosciences, par exemple un enseignant qui s'intéresse aux neurosciences, il va lire beaucoup d'ouvrages de vulgarisation scientifique, mais les ouvrages eux-mêmes de vulgarisation scientifique comportent en général des erreurs, notamment de par la vulgarisation, donc de par la simplification, et petit à petit, ces petites erreurs deviennent de plus grosses erreurs, il y a des idées qui sont véhiculées qui sont fausses, et donc là, il y a un rôle réellement des médias dans la propagation des neuromythes. Alors que il y a des sources d'informations qui sont beaucoup plus fiables, notamment des sources scientifiques, donc la bibliographie scientifique, mais qui, elle, est beaucoup moins accessible. Déjà, il faut savoir où aller chercher un texte scientifique, il faut être capable de le lire. La méthodologie, il faut être capable de la comprendre. Est-ce qu'il y a des biais qui existent dans cette expérience? Si oui, lesquels? Et quelles sont les conséquences de ces biais? Est-ce que finalement, il y a d'autres informations qui contredisent cette étude? Et donc, faire une recherche scientifique, véritablement, c'est très très exigeant, et c'est pas à la portée de tous, pas parce que voilà, les enseignants ou les parents sont bêtes, pas du tout, mais simplement parce que c'est pas leur job, et parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, et parce qu'ils ont pas été formés à ça. Et alors évidemment, je vais vous dire honnêtement, alors récemment, j'ai fait un article sur le style d'apprentissage, et un peu plus tard, quelqu'un m'a envoyé un article qui était paru où une personne dont le business, clairement, c'est voilà, de vendre des formations, je pense, sur base des styles d'apprentissage. Cette personne avait fait un article en disant oui, et on entend dire que les styles d'apprentissage c'est un neuromythe, et qu'en plus de ça c'est délétère à l'apprentissage, mais enfin, et là il y avait une série d'arguments, des arguments en général très fallacieux, mais bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et en fait, on se rend compte que, évidemment, si vous avez quelqu'un qui vous vend quelque chose sur base d'un neuromythe, il va pas aller vous dire que c'est un neuromythe. Alors peut-être qu'au départ, il en a pas conscience, mais peut-être qu'après, quand on lui apporte des preuves, de l'argumentation, il va se dire « Ouh là là, en fait, mon château, ben, il est en train de dégringoler, et c'est normal qu'il défende son beefsteak, c'est son business, c'est son gagne-pain. Il va pas, après avoir travaillé pendant des années et des années sur les styles d'apprentissage, vous dire tout d'un coup « Non, en fait, c'est de la merde. » Donc, il est clair qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on vous vend, et c'est aussi pour ça qu'au départ, ce site a été développé, donc le site des outils pour apprendre, parce que, clairement, les parents, ils sont pleins de bonne volonté, les enseignants, ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent aider les enfants, aider les élèves, ils sont à la recherche d'informations, et voilà, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui se met à disposition et qui semble pouvoir aider un élève ou un enfant, mais c'est clair qu'on a envie de l'utiliser, et c'est normal. Mais attention, parce que derrière, de l'autre côté, vous avez des gens qui, soit par une désinformation, soit par carrément un manque de scrupules, et j'ose le dire, mais vont vouloir vous vendre quelque chose qui ne va vous servir à rien, vraiment. Donc, plutôt que d'aller vers ces stratégies d'apprentissage-là, ben voilà, il faut vraiment essayer de confronter ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça aussi que les articles du site des outils pour apprendre, je publie pas un article tous les jours parce que ce serait impossible. J'ai un job à côté. Là, pour le moment, c'est un passe-temps. Alors que peut-être plus tard, ça deviendra autre chose qu'un passe-temps. C'est possible. Peut-être qu'à un moment donné, moi aussi, je me mettrai à vendre des formations. C'est tout à fait possible parce que j'ai tellement pas de temps que j'ai pas le temps d'aider les gens, par exemple, qui m'envoient des mails. Donc, plutôt que de faire du coaching scolaire, voilà, je préfère faire une formation qui aide plusieurs personnes à la fois. Donc peut-être qu'à un moment donné, le site vendra quelque chose aussi, mais en attendant, le but du site, c'est vraiment de dire, c'est de faire des articles qui sont auxquels vous pouvez vous fier. Et donc c'est pour ça que je dis, je ne publie pas un article par jour parce que ce serait pas possible avec mon boulot. Ce sera plutôt un article toutes les semaines ou un article toutes les 2 semaines. Alors pour le moment, je fais des vidéos parce que les vidéos, ça me prend moins de temps en fait, même s'il y a le montage, etc. Parce que écrire, il y a une bibliographie derrière, il y a une bibliographie scientifique, c'est-à-dire à chaque fois vous avez une phrase qui veut d'une affirmation, mais derrière vous avez une source que vous pouvez aller consulter. Et là, je vous prie de croire, allez sur les autres sites internet,
voilà, surtout qui vous vendent des neuromythes, donc Brain Gym, style d'apprentissage, VACOC, donc visuel auditif kinesthésique, les intelligences multiples, l'effet Mozart. Allez sur ces sites et essayez de trouver la bibliographie scientifique qui prouve leur dire. Bonne chance. Et alors, là où je veux en venir aussi, c'est que finalement, une des causes pour lesquelles ces neuromythes se propagent, c'est pas de la faute des enseignants, c'est pas de la faute des parents, c'est la faute des scientifiques. Et alors là, j'ai tous mes collègues, c'est à ce moment-ci que eux, ils vont me laisser un commentaire aussi. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait de la recherche et je sais très bien comment ça fonctionne. À savoir que quand on est un scientifique, surtout quand on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire la recherche fondamentale, on reste dans sa tour d'ivoire, c'est-à-dire on est là à analyser telle ou telle question, à faire des expériences, mais entre le moment où ces expériences vont donner des résultats, où ces résultats seront publiés et où ces résultats vont à un moment donné être diffusés dans la population et qu'on va pouvoir les mettre en application, les utiliser pour la vie de tous les jours en classe ou à la maison, il se passe un temps comme ça. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, s'il y avait une meilleure communication entre les scientifiques d'une part et le monde de l'éducation d'autre part, et une communication plus fluide, plus rapide, etc., eh bien peut-être que du coup, les neuromythes auraient tendance à faire ça. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, ils ont plutôt tendance à faire ça, et voilà. C'est bien dommage, parce que encore une fois, on va vous dire, oui, mais non, les neuromythes, pourquoi c'est délétère à l'apprentissage? Non, ce n'est pas un neuromythe, d'abord, évidemment. Et puis, mais non, pourquoi les styles d'apprentissage, c'est délétère? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, ça vous fait perdre du temps. Voilà. Ça vous fait perdre de l'argent souvent parce que, en général, les personnes qui sont à ce point à vouloir défendre le beefsteak, c'est parce que c'est un beefsteak qui les fait vivre. Donc évidemment, ils vont pas vouloir aussi facilement que vous démentiez leurs idées, ça c'est une certitude. Et en plus de ça, encore une fois, c'est délétère l'apprentissage parce que ça met l'enfant dans une case. C'est-à-dire, on lui dit, oui, toi tu es logico-mathématique, c'est normal que tu réussisses ça, et c'est normal que tu ne réussisses pas ça. Oui, tu es visuel. Bon, ben ok, très bien, alors c'est normal que tu sois pas attentif en classe parce que c'est pas un mode d'apprentissage qui te convient. Oui, oh, c'est normal, effectivement, tu n'es pas bon à ça, mais bon, c'est vrai que on ne t'a pas fait écouter du Mozart ou que sais-je. Ça enferme l'enfant dans une vision que vous avez de lui-même, outre le fait que ça porte un jugement de valeur, donc en général, ça l'enferme dans une vision, et surtout donc, dans ce que, je répéterai jamais assez ça, dans une vision qui est statique de son intelligence. Il est comme ça, il réagit comme ça, il fonctionne comme ça, et donc c'est normal que, et il ne peut pas s'améliorer. Donc encore une fois, les neuromythes, attention, ça circule, voilà. Je vous ai dit, celui qui est le plus fréquent dans nos contrées, ce sont les styles d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'un neuromythe est capable de naître et ensuite de se propager? Eh bien, c'est parce qu'à la fois, nous, simplement, nous avons des biais, donc les biais de confirmation, le biais, donc l'amnésie des sources, le biais de disponibilité, et aussi parce que de l'autre côté, eh bien, que ce soit dans les médias, voilà, que ce soit le monde scientifique qui a du mal à parler au monde de l'éducation, que ce soit les médias qui véhiculent des idées souvent simplifiées ou au contraire exagérées, que ce soit les personnes qui ont des choses à vous vendre et qui évidemment ne vont pas se laisser faire comme ça, ou que ce soit simplement cet attrait pour les neurosciences, mais finalement ce manque d'information, eh bien, tous ces éléments peuvent expliquer pourquoi les neuromythes naissent et sont très résistants, que ce soit donc à l'argument scientifique, que ce soit au bon sens, voilà. C'était Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre, c'était une vidéo un peu plus longue, je vais mettre un lien sous cette vidéo vers un article que j'écrirai quand j'aurai le temps. J'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous mettre en garde contre les neuromythes et vous expliquer finalement quelle est leur genèse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je poste des vidéos de plus en plus souvent. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur le site des outils pour apprendre. Vous y trouverez des stratégies d'apprentissage qui sont vérifiées et vérifiables. C'est pas tout de dire que c'est fiable, il faut encore que je vous le prouve et vous pouvez aller voir par vous-même. Donc pas de problème. Surtout, soyez attentifs quand vous voulez accompagner votre enfant. Il y a beaucoup de choses vraies qu'on entend, mais il y a d'autant plus de choses fausses qu'on entend et qui malheureusement vont simplement vous faire perdre du temps et de l'argent. Ciao!